dernière fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. C'est moi que tu parles comme ça, mec. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme, on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Chez nous, on dit les masculinités, car il y a 1000 manières d'être un homme et la diversité de nos invités dans les saisons précédentes en témoigne. Aujourd'hui, nous recevons Ben Mazuet, auteur, compositeur, interprète et musicien, qui nous a émus, bousculés, presque obsédés depuis septembre avec son dernier album Paradis, dans lequel il se livre à cœur ouvert sur sa séparation, ses doutes et son rôle de père. On aime l'entendre chanter, mais on a eu envie de l'écouter parler. Voici sa définition du bonhomme. C'est quelqu'un qui a une forme de pudeur, de courage et de résistance à la douleur. Mais c'est pas sexué, par contre. C'est-à-dire que ça peut autant être un garçon qu'une fille. Et toi, t'es un bonhomme ? Parfois, je suis content quand je le suis, mais je le suis pas tout le temps. Et c'est qui les bonhommes, justement, de ta vie qui t'ont inspiré ou qui t'entourent aujourd'hui ? Ma grande sœur. C'est dans certaines situations, hein, on n'est pas toujours... c'est ça, résistant à la douleur, courageux, pudique. Parfois, on est fragile, c'est pas grave. C'est pas toujours essentiel d'être un bonhomme, c'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai que je pense aussi à ma famille, mon père aussi. Il y avait quelque chose d'assez pudique dans sa manière de faire des efforts, que je trouve assez belle. Ça n'empêche pas de se plaindre, mais il y a dans d'autres situations où il se plaint pas du tout et il y va beaucoup au courage. Alors que ma mère, elle était plus dans la plainte. Et donc, du coup, malgré les efforts et le courage, dès qu'on se met à se plaindre, je trouve que c'est déjà moins un bonhomme dans ma façon de voir les choses. Et quand tu dis pudeur, c'est dans ce sens-là? Et c'est pas dans le sens de montrer ses émotions? Ou ça marche aussi avec ça? Si, il y a de la pudeur un peu partout pour moi, dans le mot bonhomme. Dans la manière que j'ai de le décrire, en tout cas, de l'entendre. Y compris dans le fait de montrer ses émotions. Ouais. Donc, on a tendance à plutôt les garder pour soi pour pas les montrer aux autres. C'est ça, un peu, ouais. Pour pas les embarrasser avec ça, en fait. Et justement, donc ces modèles dont tu parles, père, mère, ta sœur, etc., est-ce que tu as pris des choses, toi, en grandissant, de ces personnes-là, à qui tu ressembles le plus, ou le moins d'ailleurs? Certainement, ouais, bien sûr, j'ai pris plein de choses. Mais déjà, des tas de choses malgré moi. Et celles qui sont pas malgré moi, logiquement, tu t'essayes de faire un peu différent, tu vois, de tes parents. Globalement, moi, je dis souvent à mes amis que nos enfants, c'est nous en mieux. Donc, on essaye de faire un peu mieux. Mais après, il y a des choses que tu fais malgré tout, enfin, des traits de caractère que tu as qui sont complètement malgré toi et totalement issus du creuset dans lequel tu as grandi. Et si c'est ta famille, c'est ta famille. Et tu te souviens de quel petit garçon t'étais? Je m'en souviens pas très bien. Je sais que en lisant le livre de Gaël Faye, tu sais, Petit Pays, ça m'est revenu. Parce que c'est vraiment un livre sur l'enfance, tu vois, sur l'âge autour de 10 ans, qui est un âge incroyable. Parce qu'on est un grand enfant, on est capable de plein de choses, et en même temps, on est encore très enfant. Et ça m'est revenu à ce moment-là, et je me suis un peu souvenu de qui j'étais, moi, vers 10 ans, vers le CM1, CM2, tu vois. Mais ça vient pas tout le temps. Et t'étais dans ce qu'on attend d'un petit garçon? Est-ce que tu te sentais comme les autres ou différent des autres? Est-ce que tu te souviens de particularités comme ça? Je me souviens que j'avais envie d'être comme les autres, en tout cas. Je me sentais pas l'âme d'un rebelle, tu vois. Je voulais pas être différent. Mais je me souviens que malgré tout, j'avais plein de façons d'envisager les situations qui me paraissaient assez singulières. Et donc ça me plaisait pas toujours. T'as un exemple ou... Ma passion pour la musique, par exemple. Alors ça, c'est un peu le truc un peu vertueux. Je me posais pas trop de questions sur ça. C'était même hyper cool, mais je sentais quand même que j'avais un truc avec la musique. J'aimais vraiment beaucoup ça. J'écoutais beaucoup, je jouais beaucoup. Donc ça, c'était assez singulier. Ça me faisait pas de moi quelqu'un de très différent. Enfin, tu jouais du piano d'un instrument musique? Je jouais du piano, ouais. Je chantais aussi pas mal. Mais je passais quand même pas mal de temps tout seul. J'avais pas d'amis, tu vois, de meilleurs amis, etc. Et j'étais pas malheureux avec ça. Et justement, on peut passer à la période collège. Est-ce que tu te souviens à ce moment-là de comment s'est construite ta masculinité? Je dirais que j'avais pas, moi, de trucs très virils. Donc, tu vois, la bagarre, le sport... J'en faisais pas beaucoup. Déjà, je me bagarre très peu. Et les 2-3 fois où ça m'est arrivé au collège, j'ai bien perdu. Et après, le sport et tout, c'est venu plus tard. Je crois que ma masculinité, le fait d'être un garçon à cet âge-là, donc on parle des années 90, hein, c'était il y a longtemps, c'est triste à dire, mais je pense qu'il était dans ma liberté. C'est-à-dire que j'avais
beaucoup plus de liberté qu'une fille à ce moment-là. Je le voyais dans ma propre famille, puisque j'ai des sœurs. En plus, je suis le dernier, donc en plus, ça joue aussi pas mal sur la liberté. Mais maintenant, avec le recul et avec l'évolution du positionnement entre le masculin et le féminin, eh bien, je me rends compte que j'étais plus libre. Par exemple, là où à ta sœur, on lui aurait dit de suivre un certain cadre, toi, on te disait rien? On lui disait pas. C'était quand même pas aussi franc. Mais tu remarques que dans les gens qui sont nés dans les années 80, dans le milieu de la musique, les gens qui sont musiciens, il y a pas beaucoup de filles, tu vois. Elles se sont peut-être pas permis ce rêve. En revanche, il y a beaucoup de médecins. Parce que médecin, c'était un travail. Donc, les femmes avaient le droit de travailler depuis pas très longtemps. Donc, elles avaient le droit de travailler. Donc, déjà, on choisissait des trucs assez laborieux comme, oui, c'est ça, médecin, infirmière, avocat. Mais après, il y a une étape en plus quand tu choisis des activités qui sont complètement artistiques et libres, comme par exemple guitariste ou pianiste, ou tu vois. Donc j'ai cette sensation-là dans les années 90, ouais. Et justement, dans ces années-là, tu te souviens de références en musique ou en personnalité, de modèles que tu pouvais admirer à cette époque ou qui pouvaient t'inspirer? Il y avait Kurt Cobain, bien sûr, complètement. Il y avait MC Solar. Et c'était pas du tout les mêmes que tes sœurs? Non, c'était pas les mêmes. Déjà, elles étaient moins musique que moi. Et elles étaient plus dans la variété française. Et après, il faudrait leur demander. Je sais, non, je crois pas. Et aujourd'hui, t'as des personnalités qui t'inspirent au même titre que c'était le cas de Kurt Cobain ou de MC Solar. Est-ce que t'as des modèles masculins ou féminins où vraiment tu suis ce qu'ils font de près pour t'inspirer, pour t'améliorer, où il y a plus ce rapport-là à la... Tu veux dire un peu à l'idole ou à l'idole, ouais. Fan. Si, moi je suis très fan. J'ai de plein de gens. Il y a plein de gens qui m'inspirent souvent, qui me font rêver, dont j'admire le parcours. À la sortie des concerts, quand tu termines un concert, tu vas voir un peu les gens qui sont restés pour te parler, discuter avec eux, éventuellement faire une photo. Tu vois, c'est quelque chose qui se fait. Et moi, parfois, en sortant des concerts, tu sais, t'as quand même donné 2 heures de toi, t'as envie de couper avec ce personnage que tu es sur scène pour tu vois, faire le point avec ton équipe, boire un coup, tu vois, ça y est, il est 18h pour toi en fait, tu as sorti. Et en fait, il restait encore 7h30 d'aller vers les gens et parfois je me plaignais un peu de ça. Et puis un jour, je suis allé voir PSG Lyon. Je crois que c'était en 2018 et Paris a écrasé Lyon, a gagné 4-0 je crois, ou 4-1, je me souviens plus très bien. Et Mbappé a mis sinon un triplé, peut-être un quadruplé, je me souviens plus non plus de ça, il faudrait que je sois plus précis sur le propos, bref. Et en fait, on a eu la chance j'étais avec mon fils, de voir Kylian Mbappé après le match. On a eu la chance d'aller dans sa loge en fait, parce qu'on était avec Grand Corps Malade, et il se trouve que le père de Kylian Mbappé est un grand fan de Grand Corps Malade. Donc il m'a pris avec lui, il m'a dit allez viens avec moi, on va aller voir Kylian Mbappé. Donc moi je revenais pas, j'étais vraiment c'est incroyable quoi, tu vois, il venait d'être champion du monde, il venait de mettre un quadruplé, c'était fou quoi. Je suis voilà, mon fils est complètement fan de Kylian Mbappé, donc je disais là pour le coup, si t'es stressé, c'est normal parce que c'est un truc de fou ce qui va se passer. Et il me disait moi ça va, c'est toi qui as l'air un peu tendu. Je disais peut-être. Donc voilà, et on l'attend en loge, on l'attend super longtemps, tu vois. Et c'était un dimanche soir, le lendemain il y avait école, bon, le temps passait, minuit et demi, et là il arrive. Il ouvre la porte, il a le ballon du match parce que quand tu as fait un triplé, on te donne le ballon et tous les joueurs le signent. Et on l'applaudit parce qu'il vient de faire un match incroyable. Et on n'est pas beaucoup, on est peut-être 6-7 dans sa loge, tu vois, c'est incroyable. Il arrive, il voit le fils de Grand Corps Malade et le mien, et puis tout de suite, il va vers eux. Il leur dit alors les gars, le match, tu vois, il venait de faire son match de foot, il venait de répondre à toutes les sollicitations médiatiques. Enfin, 4 heures après avoir commencé, 5 heures après avoir commencé, sachant que c'est quand même un champion du monde, qu'on doit prendre des photos, mais toute la journée avec lui, vraiment tout le temps. Il arrive dans sa loge où est censé le recevoir sa famille, et enfin il peut souffler. Là, il y a des gens, moi qui l'a jamais vu, vraiment encore Grand Corps Malade, son père est fan, lui il est fan et tout. Moi vraiment je viens de nulle part. Tout de suite il va s'adresser à mon fils, hyper gentil. Ils discutent ensemble, il dit allez tu viens, on va faire une photo. C'est lui qui propose, il fait une photo. Après il me dit allez toi aussi viens faire une photo en parlant à moi. Moi je dis d'accord. Donc j'ai une photo avec Kylian Mbappé, je suis hyper content. Et je sors de là et je me dis ok d'accord. Donc en fait c'est ça, c'est comme ça qu'il faut gérer quand on est une personnalité publique. Et si tu veux, après ça, plus jamais dans ma tête, je me suis plaint une seule seconde d'aller faire 3 photos après mes concerts tout petit en comparaison de ce que représente sa notoriété à lui. Donc par exemple, là, ça a été un moment un peu modèle pour moi, de gens qui m'inspirent beaucoup. Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je sais
serai ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autre raison pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Est-ce qu'il y a des événements marquants de ta vie qui font que tu te rapproches de plus en plus du bonhomme que tu veux être? Est-ce que c'est des échecs plutôt, des ruptures, etc. Est-ce qu'il y a des choses où justement tu vas dans cette remise en question, où tu t'approches un peu plus de... Carrément. Parce que ce qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est que dans tout ça, il y a une forme de sagesse quand même. Dans la définition, j'aurais bien mis aussi un peu sagesse. Donc oui, je m'approche d'une forme de sagesse, carrément. Les événements de la vie qui m'ont cabossé m'ont aussi assagi, clairement. Est-ce que tu as un événement comme ça marquant qui peut être enfant, dans ta vie d'adulte, etc., où tu as appris des choses et tu as agi autrement, durablement après ça? Ma parentalité, hein, clairement, ça c'est sûr que là, c'est la première chose qui me vient. Parce que c'est le plus gros et c'est le plus symbolique, mais des tas de trucs en fait, tu vois, comment tu abordes ta façon d'exprimer tes sentiments quand une fois ou deux t'as fait beaucoup de mal ou on t'a fait beaucoup de mal, tu vois, tu t'y prends différemment l'expérience, quoi. Et cette sagesse, elle s'approche de la définition dont on avait de bonhomme, ouais, c'est ça. Surtout la question de la plainte. On essaie d'un peu moins me plaindre, pour être pas mal. T'as 40 ans aujourd'hui? Ouais. Quand t'étais petit et que tu te projetais à 40 ans, si c'était le cas, t'imaginais quoi? J'imaginais travailler dans le sud-ouest, dans une maison, tu vois, sur une dune, sur pilotis, et avoir un métier qui me prenait pas trop de temps pour pouvoir parallèlement faire de la musique. Voilà, mon métier, il me prend vraiment pas du tout beaucoup de temps parce que parallèlement, je fais vraiment beaucoup de musique, tu vois. Et au niveau des enfants, tu te voyais père de famille, tu te voyais... Ouais, moi, ça a jamais été un choix pour moi de faire ou pas des enfants. Ça faisait partie de ce que je considérais être essentiel pour moi. Et je sais pas si c'est inné ou construit, cette affaire-là. Ça pourrait être l'affaire d'un autre genre de podcast. Mais oui, c'était comme faire des études, quoi, en fait. Et est-ce que quand tu t'imaginais à 40 ans, tu t'imaginais plus vieux que ce que t'es réellement aujourd'hui? Aucune idée. Vraiment, je me voyais pas du tout comment je serais vieux parce que je ressemble pas du tout à mon père physiquement. Je ressemble beaucoup plus à ma mère. Tu vas me dire, si, du coup, j'avais une certaine idée de à quoi je ressemblerais, vu que je ressemble tellement à ma mère que, oui, c'est ça. Non, je m'imaginais pas beaucoup plus jeune. Ouais. Est-ce qu'il y a des codes de la masculinité auxquels tu réponds totalement? Par des codes, j'entends, ça peut être des clichés ou des codes qui sont vérifiés, et d'autres pas du tout. Tu te dis, ah ouais, quand on dit les garçons en général tu rentres pas du tout dans ces codes-là. En fait, moi, j'ai la sensation que là, il est vraiment temps de redéfinir vraiment très clairement ce que ça veut dire la masculinité, tout autant que la féminité. J'ai l'impression que dès lors qu'on utilise un terme pour définir ce que peut être la masculinité, il faut tout de suite le démonter, au même titre que la féminité d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment un moment très intéressant où on peut tous se poser la question de qu'est-ce que c'est la masculinité, qu'est-ce que c'est la féminité et quelle part on doit avoir de masculinité et de féminité en chacun, quoi. Donc je peux te parler des clichés de ce que je considérais comme la masculinité avant qu'arrive tout ce grand débat, c'est-à-dire dans les années 90, quoi, parce que j'étais encore enfant et je voyais ça un peu d'un œil établi. Et maintenant que je vois qu'on déconstruit ça, et tant mieux, je me pose vraiment la question de ce que ça veut dire la masculinité, hein. Je ne sais pas vraiment très bien ce qui fait de moi un homme aujourd'hui, plutôt qu'une femme. J'ai pas de définition claire. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as cru ou senti que ça questionnait ta masculinité? Des choses que tu n'arrivais pas à faire ou des choses au contraire que tu faisais mieux que les autres? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit mais pour le meilleur, ça m'a fait plaisir de la questionner. Ça l'a pas questionné dans le sens fragilisé, pas du tout. Quand je suis devenu papa, encore une fois, parce que je me suis beaucoup plus fondé sur ce que faisait ma mère avec les enfants que sur ce que faisait mon père. C'est-à-dire les emmener aux activités, leur prévoir des vacances, être là à la sortie de l'école, les emmener à l'école. Non, les emmener à l'école, ça mon père le faisait. Mes parents, ils avaient, c'était une autre époque, hein, encore une fois, et du coup mon père était beaucoup plus absent et beaucoup moins présent dans ce quotidien qui est très partagé, en l'occurrence dans ma parentalité. Et donc du coup, je m'occupe de choses qui étaient beaucoup plus prises en charge par ma mère. Et ça me va très bien. Et ça a questionné de manière très positive ma masculinité. Je reviens à la question tout à l'heure. En fait, je crois que la différence que moi je fais entre les garçons et les filles, la seule que je peux faire aujourd'hui, c'est l'attirance sexuelle que je peux avoir. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis fondamentalement hétéro. Et donc, du coup, la seule différence que je fais entre les filles et les garçons, c'est qu'il y en a qui peuvent m'attirer sexuellement et d'autres non. Voilà, je pense que ça sera la seule différence que je peux faire. En vérité, sinon, il n'y a pas de différence pour moi. Et donc, voilà. Parlons de sensibilité. Est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en soi? Je pense que moi, face à moi, je trouve pas trop, je trouve pas suffisamment.
Maintenant, quand je regarde les choix que j'ai faits, je me dis, il faut quand même une certaine dose de confiance en soi pour se dire, tiens, je vais monter sur scène et puis je vais raconter des histoires qui me concernent et les gens vont trouver ça intéressant. Déjà, faut quand même une forme de confiance en soi. Ou de se dire, tiens, je vais décider de faire ces études-là, qui sont des études engageantes, exigeantes, et je vais y arriver. Parce que tu as fait des études de médecine. Ouais, et ça aussi, il faut une forme de confiance en soi. Et par rapport à ton apparence physique, est-ce que ça a été un sujet pour toi? Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec ton apparence physique ou est-ce que c'est quelque chose dont tu ne te soucies pas? Disons que j'aurais bien aimé faire un métier où c'est pas très important. Mais c'est vraiment pas le cas. Tu vois un peu le corps comme un véhicule ou quelque chose où c'est quelque chose que tu as envie de travailler, ton look? Ouais, voilà, non, j'ai pas trop envie de travailler mon look. Ça me passionne pas trop. Et du coup, je le fais parce que ça fait partie de ce que je véhicule, tu vois, à travers la musique. Et ça me va, hein, tu vois, j'en souffre pas plus que ça. Mais j'aurais bien aimé, pourquoi pas faire quelque chose où il y a pas besoin. Ouais, j'ai pas un rapport passionné avec mon apparence. Mais du coup, ton métier te pousse à prendre plus soin de toi, aller plus chez le coiffeur, à mieux choisir tes vêtements, c'est ça? Ouais. Alors peut-être que je me cache derrière ça. Et peut-être que si j'étais comptable, en fait, je le ferais quand même. Là, peut-être c'est pratique de dire c'est pas ma faute, c'est mon métier. Possible. Mais là, je dois dire que moi, j'ai une passion pour les gens qui s'attardent pas sur leur apparence. Tu vois, mon père, par exemple, quand je lui parlais, par exemple, je voulais lui dire, ah, telle personne est très belle. Il me dit oui, elle est très belle, mais elle le sait. Ce qui voulait dire, bah, du coup, c'est perdu, quoi. Enfin, c'est pas intéressant. Donc moi, j'aime bien, du coup, j'ai grandi avec l'idée que on est encore plus beau quand on le sait pas. Ouais. Et est-ce que tu te considères comme quelqu'un de sensible? Oui, en tout cas, je considère que à travers les choix que j'ai fait de métier, encore une fois là, d'être chanteur, ça m'a obligé à pousser mon curseur de sensibilité un peu au max. Donc j'ai un peu mon curseur de sensibilité qui est poussé au max et je me rends compte à travers les réactions que je peux avoir vis-à-vis des œuvres que je regarde, tu vois, les films, les séries, les chansons que j'écoute qui me font très vite pleurer. Alors que parfois je trouve ça merdique, donc je peux pleurer en me disant oh c'est nul. Donc là je me dis oh bah il y a un problème. Le curseur est beaucoup trop poussé beaucoup trop loin. Est-ce que il y a des choses qui t'émeuvent à tous les coups? Certains moments dans des films où tu sais que ça tu vas pleurer ou certains moments dans des musiques. Tu sais à peu près me dire. Oui. Moi j'aime les hommages. Dès qu'on rend hommage, alors là c'est bon, c'est des hommages réels en général à des personnes qui ont existé ou des moments dans un film où ça peut être complètement fictionné, quelqu'un rend hommage à quelqu'un d'autre? N'importe quel genre d'hommage. À un lieu, à un endroit, à un moment, à une situation, tu vois, ça me fait pleurer tout de suite. T'as un film comme ça ou une œuvre? Non, ça peut être un discours de mariage, ça peut être... même dans les films, tu vois, c'est pas des moments qui sont fondamentalement émouvants en plus, hein, parfois. Mais par exemple, dans l'auberge espagnole, quand le héros raconte qu'il est en train d'arriver dans une ville et qu'il connaît pas cette rue, mais que dans 6 mois, ce sera chez lui et il connaîtra ça par cœur, etc. Ben là, tout de suite, le fait de rendre hommage à cette situation et ce moment de vie, bah, ça marche sur moi direct. Est-ce que c'est un rapport avec la nostalgie? Est-ce que t'es quelqu'un de nostalgique? Je sais pas si c'est un rapport avec la nostalgie, mais ouais, je pense que je suis quelqu'un de... Je sais pas très bien ce que c'est, nostalgie. Mais enfin, si c'est l'idée de chérir des moments du passé, quitte à les embellir un peu. Oui, bah alors oui, complètement, ouais. Ouais, je crois que je suis assez nostalgique de mes années de lycée. C'était vraiment bien. Tu sais sur quel plan? Enfin, est-ce que c'est parce que t'étais en accord avec toi-même ou en train de faire plus de découvertes qu'à un autre moment de ta vie? C'était parce que chez moi, c'était le meilleur endroit du monde. C'est-à-dire quand je rentrais chez moi, il y avait pas mieux. Mes sœurs, mes parents, tout le monde s'entendait super bien. Il y avait une ambiance incroyable. Du coup, les gens venaient chez nous tout le temps du monde à la maison. Et moi, j'étais en ébullition de problèmes intérieurs. Tu sais, bon, c'est le lycée, j'avais plein de chagrins, d'amour, de grandes aventures ratées, de grands projets parfois réussis. Mais bon, c'était très très vivant, mais surtout chez moi, c'était la base que je pensais un socle qui allait jamais bouger, qui allait jamais changer. J'avais l'impression que ce serait pour toujours, et pas du tout en fait. Donc du coup, je me souviens de ce moment comme d'un moment vraiment. Ouais, j'en ai la nostalgie, ouais, parce que tous les soirs, c'était. Bah, quand chez toi, c'est le meilleur endroit où tu veux être, c'est vraiment vraiment cool. Est-ce que tu arrives à recréer ça pour tes enfants? Est-ce que c'est un projet
Mais je Est-ce que c'est une pression que je tu te me mets? le formule pas comme ça, mais c'est même pas possible parce que ma configuration de vie est vraiment pas la même. J'ai deux enfants qui sont très proches en âge et j'en ai pas 3, donc tout ça change les choses. Je suis beaucoup plus proche d'eux que moi j'étais proche de mes parents. Donc je pense pas que ça se passera de la même façon. Mais j'aimerais bien créer ce socle un peu éternel, ou alors leur faire comprendre que ça n'est pas éternel. Je sais pas, je suis un peu entre les deux. Allons marcher, Matisse, pour te détourmenter. Allons parler, mon fils. Allons sentir l'été. Je prétends pas, non, Matisse, pouvoir tout régler. Mais je vois tes pas qui glissent et je te propose de t'accrocher. J'ai de l'amour assez pour tout te pardonner. J'ai de l'amour assez pour t'aimer sans te juger. J'ai des clés, des solutions, des idées, des instructions. Mais pas de mode d'emploi. Avec les filles, t'en parlais plutôt au lycée. T'es quelqu'un de romantique. Est-ce que t'es quelqu'un qui chérit ces moments-là de tomber amoureux, pour qui c'est important? Oh ouais, ça m'intéressait. Hein. C'était carrément, ça m'intéressait beaucoup. Je dirais plus passionné, tu vois, que amoureux. L'amour me passionnait comme un tas d'autres trucs. Donc bien sûr, j'y allais les 2 pieds devant. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le même rapport. À l'amour? Ouais. Non, c'est plus le même rapport. Non, il est beaucoup plus documenté. C'est-à-dire qu'il s'est quand même passé plein de trucs. Donc maintenant, je peux un peu mieux en parler, j'ai l'impression. En tout cas, je trouve que j'ai eu de la chance, moi, de ce côté-là, du côté de l'amour. Je crois que j'ai vraiment été très aimé et j'ai beaucoup aimé, déjà. Et j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Et je suis encore très aimé aujourd'hui. Donc je me sens très bien loti de ce côté-là. Est-ce que être père de 2 garçons, c'était comme tu l'imaginais? Déjà, être père et être père de garçons, est-ce que... Moi, j'envisageais juste... j'envisageais d'avoir des filles, en fait. Je sais pas pourquoi. Je me trouvais plus à l'aise à l'idée d'avoir des filles. Je pense que c'est lié au fait d'avoir vu mon père élever des filles, en fait. Je l'ai pas vu m'élever moi, mais j'ai vu comment il faisait avec ses filles. Et je l'ai trouvé très bon, mon père, avec ses filles. Je trouve ça un super papa de filles. De garçons aussi, mais je veux dire... Comment on a un super papa de filles? Est-ce que ça peut être intéressant? C'est ça, c'est leur donner, pendant les années 90, accès à cette liberté dont on parlait, qui n'était pas forcément évidente. C'est leur donner confiance en elles dans un moment où c'était pas... ça l'est toujours pas, évident. Je crois qu'il y avait vraiment ce truc-là, et puis il y avait un amour qui était énorme entre eux. Ça, c'est un cliché, tiens, par exemple, qui tient bien la route et que je vais perpétuer. Je trouve que on n'aime pas pareil son fils ou sa fille selon qu'on est le père ou la mère. C'est pas une généralité du tout, mais c'est complètement une généralité quand même. Parce que non, mais on y met des attentes différentes. Il y a des tas d'exceptions, mais voilà, exactement. C'est un peu comme l'idée du gynécologue homme ou femme. C'est-à-dire que quand tu vas voir un gynécologue femme, tu as accès à quelqu'un qui sait ce que c'est. Mais comme il sait ce que c'est, donc ça c'est quand même vachement sécurisant, comme il sait ce que c'est, il peut te dire « Oh, ça va, c'est rien. Peut-être t'es moins précautionneux, moins à l'écoute. » Quand tu vas voir un gynécologue homme, tu as une personne qui ne sait pas ce que c'est, techniquement, mais qui du coup peut être potentiellement plus à l'écoute. Parfois, quand tu fais ce choix de gynécologue homme ou femme, tu fais ce choix-là. Et donc dans la parentalité, il y a ce truc-là aussi qui se joue, j'ai l'impression, dans le fait d'avoir des filles ou des garçons. Et donc aussi dans la tolérance que tu peux avoir à certains problèmes, puisque tu sais pas, ou tu sais. Et je trouve que les mères, souvent, sont plus dures avec leurs filles qu'avec leurs garçons. Et en miroir, parallèlement, les pères sont parfois plus durs avec leurs garçons que leurs filles. Mais encore une fois, tout ça sont des généralités. Les généralités, c'est jamais très bon. On ne dit pas 100%. On dit en général, je pense que... C'est parfois un pattern, un peu un schéma que je peux revoir chez les gens. Donc du coup, j'étais plus à l'aise à l'idée de faire des filles. Mais j'étais hyper content aussi de pas avoir ce que j'attendais. Parce que c'est... alors aussi, je vais prendre un autre exemple, mais c'est pareil quand tu pars voyager dans un endroit dans lequel tu as toujours rêvé d'aller, tu t'attends à quelque chose. Et c'est bien ou c'est pas bien, mais ça correspond à tes attentes ou pas. Quand tu vas dans un endroit dans lequel t'as pas du tout prévu d'aller, pour des raisons de taf ou de famille ou amour, parfois tu découvres quelque chose et tu deviens converti à un endroit et tu es encore plus amoureux de l'endroit que les gens qui y allaient pour des raisons précises. Donc moi, c'est un peu ça avec mes garçons, c'est-à-dire que je m'attendais pas à être un père de garçon et ça me va très bien et je suis très heureux avec ça. Et surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Et
Donc, ce que tu dis, c'est que comme t'as pas trop eu le temps de projeter des choses sur eux, t'es dans l'improvisation et t'en profites peut-être mieux. Enfin, tu sais pas. Mais... Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, je savais pas à quoi m'attendre. Donc, du coup, tout est bien. Et puis, en plus, tu vois, c'est aussi, ça participe au fait de déconstruire, hein, encore une fois, ce que peut être un garçon et une fille, comment tu les élèves pour qu'ils fassent pas la différence, quoi. Et justement, de ce côté-là, est-ce que tu portes une attention particulière ou est-ce que c'est naturel sur le fait que ça soit des garçons, que toi, t'étais un garçon, sur peut-être avoir envie de les guider dans les choses que t'as faites ou laisser complètement improviser? J'improvise complètement. Parfois, je fais attention quand même à ne pas perpétuer certaines traditions qui sont nocives. Mais sinon, j'essaie d'être complètement moi-même. Et je vais te dire, c'est quand même assez flippant parce que malgré tous ces préceptes, mes enfants, ils jouent plutôt avec des soldats, avec des voitures, tu vois. Enfin, c'est. Et puis à la cour d'école, hein, parce que tu sais, les parents, on se met beaucoup de responsabilités sur comment on va construire un enfant. Mais enfin, la plupart du temps, il est quand même à l'école. Et la cour d'école, c'est très, en tout cas celle de mes enfants, ça reste quand même très conservateur. C'est-à-dire, les garçons sont avec les garçons, les filles sont avec les filles, hein. Beaucoup. Enfin, c'est ce qu'ils me décrivent, moi. Donc, je me dis, quand même, encore. Mais bon, le plus important, c'est qu'ils fassent ce qu'ils ressentent avoir envie de faire, quoi. D'être à l'écoute d'eux plutôt que... Oui, et puis ils sont pas finis, hein. C'est tout, c'est l'enfance, là. Donc, après... T'as pas de crainte liée au fait que ça soit des garçons, justement, de te dire, ah, mais comme c'est des garçons, j'ai peur pour eux que ça, ou qu'ils soient comme ceci. Si, bien sûr. Tout le temps. C'est Romain Gary qui dit, pour élever des enfants, il faut beaucoup d'anxiété. Sans ça, ils deviennent des voyous. J'aime bien cette phrase. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup d'anxiété, pas de problème. Selon toi, quel modèle masculin t'aimerais plus voir au cinéma, à la télé, enfin, qui devrait être plus présent dans la société, visible? Moi, je voudrais beaucoup de modèles masculins féminins, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu regardes un Disney ou un gros blockbuster, c'est encore vachement masculin, les héros, les modèles. Récemment, il y a eu Elastic Girl, hein, dans Les Indestructibles, qui est clairement le héros, surtout dans Indestructibles 2. Mais globalement, c'est quand même encore très très peuplé de héros, de modèles masculins, comme tu dis. Donc moi, je voudrais des modèles masculins féminins. Des femmes en premier rôle. Quand on dit, oui, en premier rôle. Moins de modèles masculins du coup. Ouais, moins, c'est ça. Ouais. Voilà. En tout cas, oui, exactement. Parce que je crois vachement moi à ce truc-là de modèle. À se projeter. Tu les vois, les gosses à chaque fois qu'ils sortent d'un film, ils disent moi je suis machin, moi je suis truc, tu vois. Et du coup, il leur en faut quoi. Parce qu'après tu te projettes et après tu oses. C'est quoi ce que t'as en toi et ce que t'as appris que t'aimerais le plus leur transmettre? Si tu devais choisir, voilà, des choses que la vie t'ont apprises. Et avoir confiance en la vie. Voilà. J'ai l'impression que j'ai vraiment appris ça, moi. J'ai été élevé en ayant confiance en la vie. C'est-à-dire? Oser prendre des risques, faire des paris, se faire confiance et se dire que ça va pas être moins bien, ça va pas être pire. Avoir cette audace-là pour pouvoir faire des choix, audacieux. Et ça j'aimerais bien. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.